Salut Christophe, est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Salut Yann, est-ce que pour vous tout est bon? Salut Francis, vous m'entendez? Vous me voyez? Salut Seb, impec, ok super, merci à toi Christophe. Salut Maxime, salut Antoine. Ok messieurs dames, 9h00, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Donc comme tous les lundis, hein, j'interviens une demi-heure pour cadrer un petit peu la semaine, si, s'il y a possibilité de la cadrer. Alors vous savez, je fais toujours un petit point macro pour savoir dans quel contexte est-ce qu'on évolue globalement. Je ne sais pas si vous savez, hein, bon le but c'est pas de faire de la pub ou quoi que ce soit, mais si vous me suivez un petit peu, si vous aimez à peu près ce que je fais, etc., vous savez qu'une fois par semaine, je fais le débrief de la semaine qui sort généralement le samedi à 10h, ce qui vous permet de comprendre un petit peu, de faire le débrief de la semaine, tout simplement, comme son nom l'indique, et notamment autour de beaucoup de sujets la semaine dernière qui a eu lieu sur les banques centrales, les taux d'intérêt, l'eurodoll, le gold, le pétrole, j'allais dire resurgence, le regain un peu d'intérêt du marché des cryptos au travers de la monnaie de Facebook qui va être lancée en 2020. Salut Jean-Luc, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc si jamais au cas où vous avez la chaîne YouTube Interactive Trading, le but c'est que ce soit un peu drôle entre guillemets. Alors je suis pas humoriste, hein, loin de là, mais voilà, c'est de faire ça un peu dans la détente et en même temps d'essayer d'apprendre, de comprendre tout ça. Voilà, donc il y a des fois, là en l'occurrence ça fait 11 minutes, il y a des fois c'est beaucoup moins, d'autres fois ça sera plus long, mais la semaine dernière il s'est passé beaucoup de choses. Et si vous voulez, l'objectif, c'est pas de revenir à chaque fois, tous les lundis matins, sur la même chose que j'ai évoqué ce week-end, etc. Voilà. Donc comme ça, si vous voulez prendre le train en marche, ça vous coûte rien. Vous abonnez pas, vous faites comme vous voulez. Voilà. Concernant donc la semaine. Alors déjà, si vous êtes chez Aria via IVT, vous avez Rodolphe normalement qui vous avez reçu les templates de Rodolphe sur le DAX et le Dow Jones. L'objectif étant de préparer tout ça, d'accord, dans un premier temps. Donc on prépare toujours bien évidemment à l'avance, même qu'on soit d'ailleurs charia, pas charia, en manuel, semi-automatique, automatique, peu importe. On travaille toujours la semaine. Et donc Rodolphe vous a envoyé ces deux templates DAX et Dow Jones pour qu'il n'y ait plus qu'à envoyer l'ordre, hein, l'ordre au sens propre et au sens figuré. À partir de maintenant, j'achète, je vends tous les signaux, bien évidemment selon la méthode entre guillemets de prise de signaux d'ARIA. D'accord, vous savez que c'est en fonction des fractales, etc. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc voilà, pour la semaine, en tout cas, le début de semaine, en fonction de tout ça, on se concentre, c'est un petit peu d'ailleurs le même principe que sur le manuel, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va étudier deux trois actifs, nos deux trois actifs de prédilection, pardon. Euh, on a toujours voilà, le DAX, le Dow Jones, certains le CAC, d'autres le SP 500, etc., etc. Et en fait, on va travailler autour de ça. Et après, une fois qu'on a une convergence de facteurs, de paramètres qui font que ça y est, ça fonctionne, il y a tout ça, etc. Après, on n'a plus qu'à exécuter. Le travail, en fait, le travail a été mâché, le travail a été fait. Et après, psychologiquement, c'est beaucoup plus facile que de se lever le matin à 11h30 et de se dire, bon, j'achète, je vends, au pif, j'achète, je vends, n'importe comment. Voilà. Donc ça, c'était la petite introduction. Normalement, si vous avez reçu tous les templates de Rodolphe, si vous avez pris Aria via IVT, puisque les signaux étaient intégrés dessus. Pour les recevoir, Yann, je sais pas, soit envoie un mail à Aria directement
et comme ça ils te donneront, je suppose, la solution pour pouvoir le faire, pour pouvoir les recevoir si tu souhaites les recevoir, etc. Mais je crois qu'il fallait passer par IVT à ce moment-là. On va de toute façon très probablement dans les semaines à venir renforcer tout ça avec Aria parce que ça fonctionne, parce que ça marche bien, parce que tout le monde est content et voilà, quand ça marche, faut y aller. Alors justement, quand ça marche, faut y aller. Ça tombe bien parce que on va évoquer un petit peu ce qui se passe sur les indices. Je vais pas revenir, j'ai pas forcément envie de revenir sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a trop de trucs. J'en ai minimum pour une demi-heure pour tout vous expliquer, mais pour faire vraiment très simple, brièvement, pour ceux qui débarquent un peu. En gros, les banques centrales sont accommodantes. La Banque Centrale Européenne, la Fed, le mois prochain, il y a 100% de chances, en tout cas anticipé par le marché, pardon, il y a 100% de chances le 31 juillet que la Fed baisse ses taux directeurs. Donc, conséquence de tout ça, baisse du dollar américain, baisse du dollar américain, pardon, hausse de l'eurodoll, hausse de l'or, d'accord, l'or est libellé en dollars, accessoirement, hein, l'or c'est une paire du forex, c'est pas une matière première, entre guillemets, en tout cas l'or qu'on trade nous, euh, et les indices apprécient, ok. Donc, voilà le contexte de marché. Donc pour le moment, les indices se satisfont de cette dose, de cette petite piqûre et dose de perfusion d'assouplissement monétaire. Donc pour le moment, ça va. Tant qu'il n'y a pas de choc, tant qu'il n'y a pas de coma, je dirais, pour reprendre un peu cette image de perfusion, tant qu'il n'y a pas d'overdose, pour le moment, bah, ça passe, ça tient, ça tient, ça tient. Donc les indices sont sur leur plus haut historique. Que ce soit, alors, d'ailleurs, vous voyez, regardez ici le CAC. Je vais vous montrer juste un truc. Le CAC, regardez, on en dit c'est la limace, nanana, il est à 5500, on dit oulala, il est beaucoup plus bas que les autres, etc. Le CAC n'est comparable à aucun autre indice. D'accord? Le CAC, c'est le seul qui est calculé comme ça, c'est le seul dont on parle où on exclut les dividendes, etc. Donc en fait, il n'y a aucun repère de savoir concrètement un actionnaire, est-ce que entre là et là, il a gagné de l'argent ou pas. Donc, si vous prenez le vrai CAC, d'ailleurs, à un moment donné, il va falloir faire une pétition pour dire qu'il faut arrêter de parler du CAC 40, mais il faut peut-être commencer à se poser la question de dire on va peut-être évoquer le CAC GR. En fait, le CAC GR, il est sur ses records historiques, il a pété ses records historiques au-dessus de 15 000 points. Ok, vous tapez sur Google, sur vos plateformes, etc. Peu importe celle que vous avez, vous prenez la cotation du CAC GR et en fait, le CAC GR correspond au DAX. Voilà, pour faire simple. Donc en tout cas, il est calculé à peu près de la même manière avec la capitalisation des entreprises, enfin pondéré par la capitalisation des entreprises, etc. Donc tous les indices sont sur leur record historique. Ok, très bien. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on a cette capacité sur les indices d'aller péter tous les niveaux records historiques, etc. Alors je vais vous mettre ici le DAX. Bon, le DAX, il y a encore un petit peu de marge par rapport au plus haut historique, mais si on prend sur des graphiques mensuels, d'accord, on est plus proche des plus hauts historiques que des plus bas historiques, d'accord. Vous prenez le SP500, vous prenez le Dow Jones, etc. On est largement sur les plus hauts historiques. On va peut-être les péter, peut-être pas les péter. Donc là, la question maintenant, c'est en gros, j'achète, je vends, je fais quoi? Qu'est-ce que j'anticipe là-dessus? Alors, vous savez que sur IVT, généralement, avant lundi, 9h30, 10h, voire 10h30, depuis maintenant plusieurs semaines, on se force à ne pas rentrer en position tout de suite, tout simplement parce que le marché évolue un petit peu au gré des news. On vient de se réveiller. On est en train de prendre connaissance de savoir ce que Trump il a tweeté ou pas pendant le week-end, de savoir si en gros ces tweets ont entraîné des réponses, que ce soit du Mexique, de la Chine, de l'Iran, de qui vous voulez. Et donc pour le moment on laisse un petit peu le marché respirer. Sur le CAC par exemple, on est sous les plus hauts donc annuels, hein, sur le vrai, enfin le CAC dont on parle tout le temps. 5588. Là, la question maintenant, c'est est-ce qu'on a la capacité d'aller plus haut ou pas? Ce qui est certain, c'est que d'une part, on a oui un flux précédent qui est ultra bullish. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas de signal de retournement baissier sur des unités de temps longues, il n'y a absolument pour le moment pas de raison de s'acharner à la vente. D'accord? S'acharner. S'acharner, le mot est fort.
tout simplement parce que oui, on peut chercher des ventes dans une optique d'intraday, de scalping, etc., etc. Oui, comme le dit Jean-Luc, il y a très certainement des stop-loss à aller chercher là au-dessus vers 5600 points, etc., etc., ou 5630, bref, comme vous voulez, j'en sais rien. Je ne sais pas où sont placés les stops des autres, personne ne le sait. Mais oui, il y a très certainement des stops. Et oui, très certainement, si jamais on pète les plus hauts, on va faire au moins une grosse mèche et au minimum un espèce de bull trap. Bref, c'est pas ça la question, c'est pas forcément d'anticiper tout ça, mais objectivement, ce qui est certain, c'est que, un, la dynamique est quand même ultra bullish, quoi qu'on dise, d'accord? Même si les banques centrales, c'est pas bien, même si la macro, c'est pas bien, elle est pas bonne, même si les tensions États-Unis, Chine, Mexique, Iran, tout ce que vous voulez ne sont pas bonnes, etc., pour le moment, ça monte. Donc le marché a raison pour le moment, d'accord? Et ceux qui ont raison, c'est ceux qui tentent des achats en intraday ou alors qui ont déjà payé d'ailleurs en swing et qui laissent courir, etc., etc. Maintenant, la question donc c'est est-ce que j'achète maintenant 5540 ça, 5544, est-ce que je vends, est-ce que je reste à l'écart? Donc pour le moment, moi je n'en sais rien. En fait, si vous voulez, faut savoir, il y a des moments dans la vie d'ailleurs de manière générale, mais en trading surtout, avoir cette humilité de dire je sais que je ne sais pas. Je sais que pour le moment, moi d'un côté, j'ai pas envie d'acheter parce qu'on est sous une zone de résistance, etc., etc. J'ai pas envie de vendre parce que je joue contre les banques centrales, je joue contre le flux, je joue contre les tendances, bref, je joue à peu près contre tout. Mais psychologiquement, c'est très difficile de se dire j'achète 5546, je vise le pétage de la résistance, etc. pour viser 7700. Ok. Pour le moment, je n'en sais absolument rien. Donc, dans une optique, je parle de swing trading, hein. J'espère que pour tout le monde, la notion de swing trading, c'est clair. Le swing trading, c'est des positions sur plusieurs jours, voire, je dirais, voire même une, 2 semaines. D'accord? Donc, une, 2 semaines, c'est quand même relativement long, bien évidemment, selon le type d'investisseur qu'on est, de type de trader qu'on est. C'est quand même relativement long de savoir dans lundi, dans 2 semaines, donc en gros mi-juillet, où est-ce qu'on sera. Donc là, la priorité, ça va être pour le moment d'attendre des signaux haussiers, baissiers, pour le moment à très court terme. Pourquoi est-ce que je vous parlais au début de cette notion d'IFO, je vous disais avec Aria, ça va très certainement se renforcer, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut aller là où ça fonctionne? Ça marche dans le business, si je peux dire, dans la vie, dans les relations, etc. Il faut aller là où ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, ce qui fonctionne, c'est pas forcément sur les indices parce que on est sous des zones de résistance. C'est très difficile psychologiquement de payer. C'est très difficile également de vendre parce qu'il n'y a absolument aucune raison a priori de vendre, hormis de dire ok, on est sur les plots historiques, ça a beaucoup monté, donc ça va baisser. C'est pas comme ça que ça marche. Donc les indices, pour le moment, vous avez les templates de Rodolphe sur le DAX et le DO. Il n'y a pas forcément de raison pour le moment de s'exciter plus que ça dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai aucune... je détiens ni la vérité, personne ne détient la vérité ou quoi que ce soit. Je préfère être clair là-dessus et passer à autre chose. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, avec la Fed, les banques centrales, les tensions, je vais dire d'un point de vue macro, parce qu'en fait, en gros, hein, simplement, le contexte économique est quand même pourri, hein, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Vous avez les perspectives de même en Allemagne, d'accord? L'Allemagne qui est quand même la locomotive, la locomotive de l'Europe, c'est aussi les perspectives sont particulièrement mauvaises par rapport à ces derniers mois. Donc, les investisseurs, que ce soit institutionnels ou pas, qu'ils soient obligés ou pas, peu importe, ils achètent des rendements négatifs pour être sûr de récupérer leur capital à la fin. Ils achètent de l'or et puis pour le moment, bah, c'est à peu près tout ce qui se passe. Et ils achètent également des actifs risqués. Pourquoi est-ce qu'ils achètent des actifs risqués tels que les actions et les indices? Parce que pour le moment, ça tient. Il n'y a pas de panique ou quoi que ce soit. Donc on achète du refuge. On achète un petit peu tout d'ailleurs qui nous passe par la main.
On achète également du pétrole. Le pétrole, si vous êtes sur IVT, ça on en avait largement parlé ces dernières semaines, entre 50 et 52 dollars. On a payé ensemble 52,60 jusqu'à 58. Ce matin, hop, objectif, oui, on peut laisser courir, pourquoi pas jusqu'à 62, 63, histoire d'avoir un sol qui court, parce que c'est quand même assez rémunérateur et psychologiquement, c'est quand même très serein de garder une position qui court. Et d'éviter de faire de l'overtrading du coup en attendant sur le pétrole en disant ah, je vais essayer de le revendre parce qu'il a trop monté. Ok, donc là où il se passe des trucs, c'est sur l'eurodoll. L'eurodoll, pourquoi? Parce que le dollar américain s'effondre. D'accord, enfin s'effondre. Toute chose étant relative. D'ailleurs, je vous mets ici le dollar index. Oui, le dollar américain s'effondre. On n'est pas non plus dans une panique générale. Si on prend un petit peu de recul, il faut toujours essayer de prendre un petit peu de recul par rapport au moment où vous tradez, même si vous faites de l'intraday, du swing. Prenez toujours les unités de temps longues. Ça vous pose un petit peu les bases de savoir où est-ce qu'on est et pourquoi est-ce que sur IVT on short le dollar depuis un moment, parce qu'on est quand même sous une zone de résistance, je ne vais pas dire historique, mais pas loin quand même, où ça fait depuis 2015 qu'on échoue à plusieurs reprises dessus, même si on est passé légèrement au-dessus, etc., etc. Donc là, ça fait un moment que cette zone des 12 300 qu'on la tient. Voilà pourquoi en données un petit peu supérieures, ça nous permet de dire ok, moi je privilégie les ventes autour de cette zone-là, et ça tombe bien parce que ça correspond avec la politique monétaire de la Banque centrale américaine, donc la Fed, et vaut mieux, depuis 2009, le marché nous a appris à ne pas être contre les banques centrales. Donc, vaut mieux être short de dollars, vaut mieux être acheteur d'eurodoll, vaut mieux être acheteur de gold, d'autant plus au-delà du contexte que d'un point de vue technique, on a eu justement cette sortie par le bas de tendance ascendante qu'on a depuis le début de l'année sur le dollar index. Alors là, c'est le dollar index. Vous voyez en haut à gauche, je crois, oui, vous voyez là-haut, au-dessus de moi, FXCM, dollar, machin. Pourquoi le dollar index d'FXCM? Parce que moi je trouve qu'il est plus intéressant que le vrai dollar index, parce que vous savez que le vrai dollar index, il est pondéré en fonction des échanges commerciaux entre les États-Unis. Est-ce que, enfin, je ne sais pas si je m'étends ou pas sur le sujet. Est-ce que ça vous intéresse déjà? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous savez comment ça marche le dollar index? C'est quoi? À quoi ça sert? Nanana. Voilà, je sais qu'il y a un décalage de 10-15 secondes sur Facebook, donc n'hésitez pas à être assez réactif pour répondre si ça vous intéresse de répondre, bien évidemment. Et en attendant, je continue en fonction de vos réponses, je m'étends sur le sujet ou pas. Donc sur le dollar index, on est dans un retournement de tendance en cours. Vous voyez qu'il y a encore une grosse zone, support ici, horizontale, 12 235. Les zones obliques, c'est important. Mais pas vraiment quoi? Ça t'intéresse pas vraiment ou tu connais pas vraiment? Ok, d'accord, ça m'intéresse. Ok, alors le dollar index, en fait, c'est le dollar face à un panier de devises. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au dollar face à un panier de devises? Parce que quand vous prenez l'eurodoll, vous ne savez pas si c'est l'eurodoll qui monte, enfin si c'est l'euro qui monte ou si c'est le dollar qui baisse. Ok? Donc, vous prenez le dollar index, c'est un panier de devises, le dollar face à plusieurs devises. Comme ça, vous avez une vision globale de tout ça. Le dollar index, si vous tapez sur Google ou je sais pas où, n'importe où, c'est le dollar face à un panier de devises, mais pondéré en fonction des échanges commerciaux entre cette devise et donc cette zone géographique et le dollar et les États-Unis. Ok? Donc, vous doutez bien, si vous prenez le dollar contre l'euro, la livre sterling, le dollar australien, le yen japonais enfin peu importe, enfin bref, toutes les devises qui existent, à votre avis, la pondération du dollar index va être plus importante contre quelle devise? Le dollar contre quelle devise est-ce qu'il y a les plus grands échanges commerciaux? Et donc, le vrai, entre guillemets, dollar index, il va être le plus pondéré avec quelle devise? À votre avis?
Je vous laisse le temps de me répondre. Je ne sais pas si vous savez. Je vous laisse me répondre. De toute façon, je réponds maintenant. En fait, c'est face à l'euro. Voilà, exactement. Comme le dit Laurent, c'est exactement ça. C'est face à l'euro. Donc, en gros, le dollar index classique, à votre avis, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à l'euro-dollar inversé. Voilà. Donc, je ne vais pas dire aucun intérêt, mais disons que en termes en termes de vision globale, c'est pas forcément évident. Enfin, c'est pas forcément représentatif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je préfère le dollar index des FXM parce qu'il est équipondéré. Équipondéré, vous savez ce que ça veut dire? C'est la même pondération contre chacune des devises qu'on va voir. C'est quatre devises. C'est l'euro, le yen, livre sterling et dollar australien. Voilà. Et comme ça vous permet d'avoir une vision un peu plus représentative de ce qui est en train de se passer sur le dollar index. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. J'espère que vous commencerez la semaine moins bête. Et, même si ça ne va pas forcément vous servir au quotidien dans la vie, hein, mais au moins vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce dollar index là et pourquoi est-ce que j'en parlerai si jamais vous avez l'occasion et si vous avez l'intention de me suivre à l'avenir. Donc là, le dollar index, il est sur cette zone-là. Donc vous voyez que c'est une zone horizontale très très importante. Les zones obliques, c'est important. Enfin, c'est important. C'est bien parce que ça vous donne les tendances globales. Par contre, ce qui est important, c'est le souvenir, la mémoire du marché par rapport aux zones horizontales. Parce que le marché se souvient d'un prix, il ne se souvient pas d'un canal que oui, le canal, en fait, il passe là. La psychologie, la vraie, entre guillemets, psychologie du marché, c'est par rapport à l'antériorité des cours. Et donc, c'est plus important les niveaux et les zones horizontales que les niveaux obliques. Okay, les niveaux obliques, en fait, ça vous donne une représentation de la tendance en cours, etc., des retournements potentiels. Donc 12 240, là vous voyez que sur le dollar, on est très probablement dans une première phase de stabilisation, sauf que le flux est largement baissier. La Fed va être très certainement très accommodante à partir du 31 juillet. Le 31 juillet, que vous soyez à la plage, à l'étranger, je ne sais pas où, en train de boire un mojito, le 31 juillet à 8h, à 20h00, faudra être devant le marché. Moi, je vous suggère dès maintenant de prendre votre téléphone, de noter 31 juillet 19h30, je me colle devant les écrans parce qu'il va se passer un truc. D'accord? Voilà. Je vous le dis. Hein. S'il ne se passe pas un truc, enfin, il se passera forcément quelque chose. Donc, ça va être, je ne vais pas dire le rendez-vous le plus important de l'année, mais pas loin. Parce que 100% de chance estimée par le marché que la Fed baisse ses taux. Donc, si la Fed ne baisse pas ses taux, si vous voulez, je ne vais pas dire que ça va faire mal, mais disons que le dollar risque de repartir comme en 40. Donc il va se passer énormément de volatilité. Après, à partir de 20h30, il va y avoir le discours de Powell. Donc si la Fed ne baisse pas ses taux et que derrière Powell, il peut y avoir des mèches dans tous les sens, ça peut être absolument hallucinant. Voilà. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Mais voilà, donc vaut mieux. En tout cas, c'est ce qu'on privilégie pour le moment sur EVT. Si vous nous suivez, que ce soit Rodolphe, que ce soit moi, etc. On a largement insisté sur Rodolphe a largement insisté sur cette chute du dollar. L'eurodoll, je me souviens, il y a plusieurs mois, j'ai envoyé une notif ce matin sur IVT, à 11,20. On me disait ici, à 11,20, c'était ma zone d'achat depuis fin avril, on va dire même début avril, fin mai. Début avril, pardon, fin avril. À 11,20. On me disait, putain, mais Xav, t'es complètement con, regarde la tendance, nanana. Ben, je fais, non, mais moi, j'ai regardé mes zones d'intervention. Pour moi, à 11,20, c'est les plus bas d'il y a 2 ans. À la même période, de la même année, il y a 2 ans. À 11,20, pour moi, c'est une zone de support très très importante. Pour moi, la Fed, qui a remonté ses taux, ne peut que les baisser parce que la macro est en train de se dégrader. En Europe, en zone euro, la Banque Centrale Européenne est coincée parce que les taux sont à zéro depuis 3 ans et parce que, à part lancer un QE, et encore lancer un QE, c'est quand même griller des cartouches très très importantes si jamais, je ne vais pas dire qu'il y a une crise, il va y avoir une crise, mais si jamais ça se dégrade de manière très violente, je ne vais pas dire que l'euro doll ne peut que monter, mais en tout cas, pour moi, c'est hors de question de shorter la zone actuelle et à 11,20, je cherche des achats. Ça a duré 3 semaines, un mois.
Ici, on m'a dit, mais t'es complètement con, tu t'acharnes, tu fais que payer, nanana, nanana. Vous voyez ce qui se passe quand vous avez un plan, une zone d'intervention, il faut la suivre, je ne vais pas dire jusqu'au bout, mais en tout cas, jusqu'à ce qu'elle soit invalidée. Ça a marché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à chaque fois, on m'a dit, bah non, c'est bon, c'est mort, nanana. Et après, bim, on est maintenant au-delà de 1,1380. 1,1380, c'était le premier objectif que je m'étais fixé sur mes achats à 1,1120. Donc voilà, on vient à peine de les faire. Alors il y a un rollover négatif, etc., etc. C'est un peu chiant de garder une position qui part pas, mais vous voyez que ça a fonctionné et que c'est pas parce que vous avez une zone qui marche pas une fois, deux fois, trois fois qu'il faut après laisser tomber. C'est la quatrième fois ça a fonctionné. Tant que votre plan n'est pas invalidé, il faut continuer à privilégier les achats autour de cette zone. Et c'est d'ailleurs aussi l'avantage d'Aria, c'est qu'avec Aria, vous lui donnez une zone, vous lui donnez un sens, et après, une fois qu'on est dans la zone, elle se démerde. Voilà. Et ça, c'est quand même plutôt pratique parce que ça enlève un petit peu un biais psychologique, même si bien évidemment, vous êtes aussi humain et on est capable de se dire, ah bah non, mon assistante, non, arrête d'acheter cette zone des 1,20, ça va péter, ça va péter. Bah finalement, ça va pas péter. Voilà. Donc, sur l'eurodoll, toujours privilégier des achats, même si maintenant le timing commence à être tendu, comme je vous ai dit, depuis 1,1120, je vise un 1,1380. Maintenant qu'on est à 1,1380, je ne vais pas vous dire, les gars, faut acheter. Et moi, je ne vais pas le faire, je ne vais pas acheter, je ne vais pas encore moins vous dire d'acheter si je ne le fais pas. Donc, à 11,20, c'est fait. À 13,80, c'est fait. Maintenant, à mon avis, on va avoir une petite phase de consolidation latérale, le temps que le marché y voit peut-être un petit peu plus clair. Donc, pour autant, si jamais on a des replis, par exemple que ce soit sur l'eurodoll ou sur l'or, c'est plutôt ces actifs-là qu'il faut privilégier parce que c'est sur ces actifs-là qu'on appelle, et comme Rodolphe l'appelle et comme on l'appelle sur IVT, là où se passe l'action. Là où se passe l'action, ça veut dire quoi? Il y a de la vol, il y a du flux, il y a un changement de tendance. Sur l'or, est-ce que vous savez où est-ce qu'on est? Je vais vous mettre le graphique ici en mensuel. Regardez ce qui est en train de se passer sur l'or. On a eu une phase de consolidation latérale depuis combien de temps? Depuis 5 ans. 5-6 ans, on est entre 1004 et 1100. Vous allez me dire, ouais, mais 1004, 1100, c'est énorme comme variation. Ça fait 20-30%. Ouais, d'accord, mais en fait, on est dans une tendance neutre et on est en train d'exploser une résistance vieille de 5-6 ans avec une bougie impulsive mensuelle, avec la hausse de la volatilité historique, en tout cas pas de la volatilité implicite. Ça, j'espère que la différence entre les deux, c'est bon pour vous. Si vous ne savez pas la différence entre la volatilité implicite et la volatilité historique, vous allez sur ma chaîne YouTube, là, Interactive Trading. J'en ai parlé. Qu'est-ce que la volatilité? Il y a une vidéo qui s'appelle Qu'est-ce que la volatilité? Et ça vous expliquera qu'est-ce que c'est la volatilité explicite et implicite, pas explicite, pardon, historique et implicite. Bref, on est en train de péter avec du flux une zone de résistance très très importante vieillie de 5-6 ans. D'accord? Donc là, c'est là où se passe l'action et c'est là où il faut se positionner plutôt que d'essayer de s'emmerder à de savoir, à mon avis, enfin en tout cas c'est mon avis, plutôt que d'essayer de s'emmerder, de savoir si sur le CAC ou si sur le DAX, ça va péter, ça va pas péter. Pour le moment, on n'en sait rien du tout. J'ai pas de boule de cristal. Ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite avec vous, c'est que je vais mettre des alertes en bas et en haut. Voilà. Et puis entre les deux, soit je me mets sur des unités de temps vraiment ultra méga courtes et après j'essaye de prendre 20, 30 points, 40 points un petit peu à droite à gauche. Si jamais mon objectif c'est uniquement de me positionner en swing trading, pour le moment, pour moi, il n'y a absolument rien à faire sur les indices, que ce soit à l'achat ou à la vente dans la zone de cours actuelle. Et comme je l'ai dit d'ailleurs sur IVT, ok d'accord, tu fais rien sur les indices, je vous rappelle quand même accessoirement que les indices sont composés de quoi? D'actions. Est-ce qu'il n'y a pas mieux matière à travailler les actions dans la mesure où sur les indices en swing, on n'en sait pas grand-chose? Est-ce que justement, il n'y a pas des actions qui vont à un moment donné prendre le relais? Vous savez, des rotations sectorielles, quand vous avez des zones de résistance très très fortes sur ce type d'indice, il y a des rotations, ce qu'on appelle des rotations sectorielles qui peuvent se mettre en place et qui sont en train de se mettre en place. Des actions qui ont bien monté sur lesquelles on se dit, bah non,
moi j'étais à l'achat ou je suis pas à l'achat, je vends, je prends mes bénéfices ou je prends des positions vendeuses, etc. Et j'achète les actions qui n'ont pas encore monté un petit peu par défaut, voire par dépit. Mais c'est peut-être ces actions-là, sur ces actions-là, qu'il peut y avoir des recoveries et des reprises très intéressantes. Je ne dis pas qu'il faut acheter ce qui a baissé, ce qui a beaucoup baissé et vendre ce qui a monté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus intéressant, en tout cas moi je trouve que c'est plus intéressant et plus facile de travailler des actions dans les zones de cours actuelles sur les indices que de travailler les indices en direct parce que je ne sais pas si ça va monter ou si ça va baisser. Voilà. Donc moi la stratégie est la suivante. Sur le pétrole, on cherchait des achats ici, je cherchais des achats entre 50 et 52, je ne dis pas que c'était facile. On a fait le premier objectif, vous voyez qu'on a la MM50, la bande de Bollinger supérieure, une zone de résistance horizontale sur laquelle on est en train d'arriver. Donc les achats, oui, sur des UT très courtes, ok. Les achats sur l'eurodoll, l'or, oui, sur des UT très courtes, ok. En swing sur les indices, soit vous avez les deux templates d'Aria sur le DAX et sur le dos de Rodolphe, soit, en tout cas, moi, ce que je vais faire en manuel, semi-manuel, peu importe, c'est mettre des alertes entre les plus bas de la. Alors, c'est. Ouais, c'est même pas à partir de mardi dernier, les plus bas de mardi dernier et les plus hauts de la semaine dernière. Voilà. Entre les deux en swing, il n'y a rien à faire. Ou alors on fait du scalping sur 3-4 points. Moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas en plus de vous en parler aujourd'hui avec vous. Voilà pour les stratégies. Eurodoll, chercher des achats sur des unités de temps très courtes parce que c'est là où se passe l'action. Idem sur l'or. Idem sur l'or. D'accord. C'est pas parce que l'or est passé de 1003 à 1004 qu'il a plus de chances de passer de 1004 à 1003. Ok. Bien au contraire. Et si jamais vous êtes sur les cryptos, il y a le Bitcoin qui est passé au-dessus des 11 000. Il est à 10 800 actuellement. Je vous dis pas de l'acheter maintenant, mais il se passe encore des trucs là-dessus. Il va très certainement se passer encore des trucs les semaines, les mois et les années à venir. Voilà pour le point un petit peu tour d'horizon global, action, indice, forex. On a parlé du dollar index, de l'eurodoll, etc. Ça va. L'objectif ici n'était pas de vous dire faut acheter, faut vendre. C'était simplement de vous partager comment est-ce qu'on fait pour gérer la situation de marché à l'heure actuelle, là maintenant, lundi 9h31, sur les indices, etc. Se concentrer plus sur les actions, se concentrer là où se passe l'action, sur l'eurodoll, le dollar index et l'or, parce que l'or est en train de péter une zone de résistance absolument énorme. Sur les indices, si vous voulez prendre une position à l'achat ou à la vente, je pense qu'il vaut mieux attendre 10h, 10h30 déjà, savoir s'il y a un flux qui se met en place, si le marché se met d'accord, entre guillemets, parce que bien évidemment le marché ne se met pas d'accord, mais vous comprenez l'image du truc. Est-ce que le marché va dans une direction, c'est-à-dire pète les plus bas ici, et à ce moment-là, il y a un petit flux baissier qui va se mettre en place et ça peut être intéressant d'accompagner le mouvement parce qu'il y a échec sur résistance, etc., etc. Moi, payer en swing dans la zone de cours actuelle, en swing sur plusieurs jours, plusieurs semaines et anticiper que les indices vont continuer à monter, j'en suis incapable. Voilà, donc je préfère vous partager, le dire avec vous. Et puis voilà. Il y avait quelqu'un qui m'avait titillé la semaine dernière pour me dire ouais Xav, faut trader pendant le discours de la Fed. Je sais pas si il ou elle est là et je lui avais dit bah ok vas-y trade pendant la Fed et fais-toi arracher sur le marché. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière sur le SP500. C'était quoi C'était le 19. Voilà. Voilà ce qui s'est passé sur le SP500 pendant la Fed. Faites attention aux idées reçues quand même, aux évidences. Merde, c'était le 19. Voilà. Voilà cette grosse mèche qu'on a eue mercredi dernier. D'accord. Lors de l'annonce des taux.
Mèche haute, mèche basse. Vous mettez un stop là en dessous, bim, vous vous faites avoir. Vous vendez là-haut, vous mettez un stop, bim, vous vous faites avoir, etc. Vous faites avoir dans les deux sens. Donc faites attention aux idées reçues, etc., etc. Ok. Alors, Laurent me demande, c'est simple, Laurent. Laurent, les niveaux, tu peux les faire toi-même. Tu prends les plus hauts de la semaine dernière et les plus bas à partir de mardi. Parce que tu sais, le lundi, on a arraché tout à la hausse avec un espèce d'accord. Le mardi, pardon. C'est pas le lundi, c'est le mardi. On a eu un espèce de vieux tweet pseudo-accord, nanana, nanana. Donc, tu prends tes plus hauts et tes plus bas par rapport depuis mercredi dernier et ça donne à peu près le range dans lequel on est. Ok. Comme je le dis à chaque fois, dans les phases de range, on a plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. C'est pour ça que moi, pour les ventes, je suis pas à l'aise, hein. Je suis pas à l'aise pour le moment parce que oui, ok, on tient les zones de résistance, etc., etc., super. Mais pour le moment, on n'a pas de flux baissier, on n'a pas de panique baissière, on n'a pas de, 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 de rupture de zone support majeure qui permettent d'indiquer qu'on est dans une tendance baissière. Donc, comme dit Jean-Luc, voilà, ceux qui travaillent pendant les grosses annonces sont forcément inexpérimentés et surtout qu'ils n'ont pas les capitaux qui leur permettent en tout cas parce que quand tu as des gros capitaux, tu peux pas changer ton fusil d'épaule parce que Powell dit que l'avenir sera incertain. Je veux dire, tu travailles des pauses sur encore du swing, même pas sur du moyen terme. Donc tu prends toujours tes décisions le lendemain, etc. Ou alors tu as pris déjà tes décisions à l'avance. Voilà. Tu ne traites pas pendant qu'il y a une annonce, ça, c'est absolument. Alors oui, il y a des mouvements de marché, mais tu vois que la liquidité et l'écartement de spread est quand même énorme. Que ce soit les spreads, manque de liquidité, donc forcément les spreads augmentent, ça c'est évident. Voilà, voilà messieurs, dames. Donc semaine un petit peu bizarre pour le moment. Euh, je suis pas forcément à l'aise. D'habitude, je vous donne des plans quand même assez clairs. La semaine dernière, je vous avais dit si jamais on passe sur le CAC, c'était sous les 5365. Si vous vous souvenez, si vous étiez là. On n'est jamais passé sous 5365. Là, pour le moment, j'en sais rien. Donc, vaut mieux pour le moment travailler là où il y a du flux, là où il se passe quelque chose d'intéressant, placer deux trois alertes sur deux trois indices, machin. Voilà. Parce qu'en fait, on pose souvent la question, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi très certainement que vous avez rien. J'ai pas le temps de trader. Mais les gars, le trading, c'est pas acheter-vendre comme ça toute la journée, enfin, comme ça avec le bouton de la souris. J'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. C'est pas comme ça hein, que ça marche. Hein. Au contraire, hein, c'est ceux qui font d'ailleurs pas de scalping qui gagnent le plus d'argent. Hein. Moi, on me dit souvent, ouais, depuis que je fais du swing, depuis que je prends, allez, 3-4 positions dans la semaine, tranquillou, je sais que je suis dans ma zone, je sais que j'arrive sur mon actif. C'est là où ça marche le mieux. Alors, si vous avez ARIA, c'est encore mieux parce que du coup, vous pouvez travailler des positions et des zones sur beaucoup plus d'actifs si vous commencez à être expérimenté. Mais ne pas avoir le temps, c'est déjà ne pas le prendre. Mais c'est surtout que pendant ce temps-là, c'est s'organiser à se dire, ok, j'achète, je vends. Est-ce que j'ai plus de probabilité de réussite d'être à l'achat, d'être à la vente? Pourquoi? Comment? Où est-ce que j'interviens? Etc., etc. Tout simplement. Et puis après, on attend ces zones. Donc au final, oui, ça prend du temps de travailler tout ça. Oui, c'est chiant de se dire, ah, putain, il faut que j'attende sur le dollar, faut que j'attende mes 1390, machin, peut-être qu'on va jamais y aller, machin. Ouais, mais c'est pas grave. Tu peux pas avoir le point haut, le point bas, 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 sur chacun des mouvements, sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs qui existent. Même sur un actif, déjà, c'est impossible. Donc, pourquoi chercher le Graal et le dire je vais acheter en bas, vendre en haut? Non, l'objectif c'est de faire fructifier son capital dans le temps, c'est d'éviter de le cramer, c'est d'apprendre, de comprendre et d'être serein quand on appuie sur le bouton de la souris. Combien il y en a sur le gold, sur l'eurodoll? On était à l'achat massivement, hein, pour employer des termes un peu forts. Combien il y en a qui se sont fait peur parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça bat mince, 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 et finalement derrière ça bourre.
Est-ce qu'il valait ne pas prendre une position de manière sereine, entre guillemets, là, et de se dire, ok, mon objectif, il est là-haut, et ben j'attends, ok, d'ailleurs, ça travaille ma position, nanana, nanana, hop, on arrive sur l'objectif. Est-ce que c'est pas plus serein que d'essayer de trapper point haut, point bas, point haut, point bas, se faire stopper, mettre des stops ultra courts, et derrière se faire stopper 3 fois, derrière ne pas prendre finalement le plan à l'origine qui a fonctionné. Voilà. Après, il faut savoir quand l'invalider, mais ça, c'est une autre histoire. Messieurs, dames, j'espère que... Alors, oui, Maxime, je privilégie les signaux 1 heure. Alors, je privilégie les signaux 15 minutes. Je mets en UT 15 minutes, Maxime. Tout simplement parce que ça correspond à mes signaux manuels H1, H4. Voilà, à peu près. Donc, faut réduire l'unité de temps sur... faut réduire l'unité de temps. Voilà, messieurs, dames. Voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain ici. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Je sais pas si vous êtes chez IVT, pas chez IVT. Mais en tout cas, vous avez de temps en temps, je poste 2 3 vidéos de temps en temps sur YouTube régulièrement. Si ça peut vous intéresser d'avoir voilà, si ce que je viens de vous dire là, ça vous intéresse de l'approfondir, j'essaye sur YouTube en plus que ce soit un petit peu rigolo et un petit peu moins, un petit peu moins, comment dire, policé entre guillemets. Voilà. Bonne journée. Merci à tous en tout cas de votre participation. Merci, merci, merci Jean-Luc, merci Laurent, merci Rodolphe. Et tous ceux qui ont participé, il y avait Yann, Julien, Nicolas, Seb, David, Euh, Il y avait qui d'autre? Yann, j'ai déjà dit, je crois. Voilà. Merci à vous tous en tout cas. Merci de votre accueil, merci de votre présence, votre fidélité, si je peux dire comme ça. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.